quels sont les critères qui permettent de définir si quelqu'un est éduqué ou pas? Et en fait, c'est cette question-là auquel les universités de Princeton et de Harvard aux États-Unis ont essayé de répondre. Et notamment, l'université de Harvard en fait, a défini une liste de 10 compétences clés à avoir pour pouvoir être considéré comme quelqu'un d'éduqué selon elle. Alors, à savoir que les universités aux États-Unis, ça fonctionne d'une manière différente des États-Unis, des universités en France. Les grandes écoles en France sont des institutions qui sont extrêmement élitistes, qui sont donc extrêmement mal vues aussi dans un certain sens, malheureusement, et qui forcent vraiment les élèves à penser dans un moule qui n'invite pas du tout les élèves à sortir de leur façon préconçue de penser en fait. Et ça, c'est quelque chose d'assez dommage, surtout en France, on est vraiment mauvais là-dessus. Et c'est pas du tout la manière dont fonctionnent les universités aux États-Unis. Les universités aux États-Unis, déjà, elles sont privées, mais en plus, elles ont une réputation d'être beaucoup plus progressistes, d'être beaucoup plus ouverts et d'encourager beaucoup plus leurs étudiants à thinking outside the box, comme ils disent, hein, penser en dehors de la boîte. Et c'est quelque chose qui est beaucoup mieux vu, en fait, que ce que l'on a en France. Et donc, l'université d'Harvard, du coup, a défini 10 compétences clés. Et eh bien, je vous invite, dans cette vidéo-là, à vous auto-évaluer sur chacune de ces compétences-là qu'on va revoir. Et que je vous invite, une fois qu'on aura vu ces 10 compétences-là, de vous noter en fait sur 100, tout simplement, pour pouvoir avoir une note globale, pour savoir si vous êtes vous-même éduqué au sens de Harvard ou pas. Donc, la première compétence à avoir pour Harvard, capacité numéro 1, du coup, savoir définir un problème sans guide. Ok, de 0 à 10, comment vous arrivez à faire ça? Capacité numéro 2, savoir poser des questions difficiles face aux idées conventionnelles. Voilà, donc ça déjà, c'est super intéressant et c'est quelque chose qui n'est pas du tout encouragé en France, hein, comme je le disais. Donc, de 0 à 10, comment vous vous notez là-dessus? Est-ce que vous êtes facilement un rebelle en quelque sorte? Est-ce que vous arrivez à thinking outside the box, hein, comme ils disent, ou pas? Alors, compétence clé numéro 3, savoir extraire des informations pertinentes de l'ensemble des informations non pertinentes, de l'ensemble de la masse d'informations non pertinentes. Ça, c'est intéressant aussi. On est en ce moment en plein confinement dû au coronavirus, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, du coup, c'est encore particulièrement intéressant de voir ça aussi au travers de l'exemple justement du coronavirus, où en gros, de tous les médias qu'on a, hein, la télé, internet, la radio, on est bombardé en permanence tous les jours depuis un mois sur des informations dues au coronavirus et tout le monde s'y met, les politiques, les médecins, les commentateurs de tous les horizons possibles. Et donc, savoir démêler le vrai du faux, l'intérêt du non pertinent, eh bien en tout cas, ça paraît être une compétence tout à fait intéressante. Compétence numéro 4, savoir travailler en équipe sans guide. Voilà, donc très clair hein, là-dessus. De 0 à 10, comment vous vous notez là-dessus? Et capacité numéro 5, du coup, savoir travailler seul, sans guide. Voilà, de 0 à 10. Capacité numéro 6, savoir persuader les autres que vos idées sont les bonnes. Donc là, c'est une compétence de communication, comme on voit. Hein. Donc ça, c'est assez intéressant aussi, c'est qu'à partir de là, on voit qu'il y a une espèce de schéma global qui lie en fait les différentes questions, les différentes compétences les unes les autres, que c'est pas juste un ensemble de compétences en fait qui sont données indépendamment les unes des autres. On voit qu'il y a un ensemble en fait, que ces compétences-là créent un ensemble et c'est assez intéressant. Savoir définir un problème, le regarder sous différents angles de vue, savoir en parler, savoir trouver les bonnes idées, savoir travailler justement sur ce problème-là aussi. Vous voyez, donc on arrive à avoir une vue d'ensemble de comment Harvard considère quelqu'un d'éduqué en fait. Donc ça c'est plutôt intéressant je trouve. Capacité numéro 7, savoir conceptualiser et réorganiser les informations sous un autre schéma. Et ça c'est super intéressant parce que c'est ce qu'on avait vu lors des dernières vidéos en fait sur la chaîne YouTube. On avait vu les mind maps en fait, comment faire des mind maps, qu'est-ce que c'est, etc. Et en fait, pour résumer rapidement, les mind maps, c'est une présentation de l'information qui est sous forme schématique, sous forme de dessin, et dont le schéma lui-même tient en fait les différents liens de hiérarchie et de liens logiques qu'il y a entre les informations entre elles. Ça ressemble à ça en fait, un mind map. Okay, et le fait de faire ce genre de choses-là sur un sujet, sur une question, sur un domaine sur lequel on a besoin d'avoir une information en particulier,
eh bien, ça nous force notre esprit à devoir réorganiser en fait le thème en question et ce que l'on pense en fait sur ce sujet-là en question. Et donc voilà, c'est assez intéressant de voir qu'avec un outil en particulier, on arrive à développer une compétence clé qui est définie comme étant une compétence clé justement par Harvard pour être quelqu'un d'éduqué. Donc de 0 à 10, comment vous êtes capable de réorganiser l'information sous forme de schéma d'un point de vue différent de ce qui est fait habituellement. Alors, capacité numéro 8, savoir penser de manière intuitive et déductive et savoir en parler. Là encore, on voit que la capacité de voir l'information sur différents angles de vue, vous voyez, s'il y a un problème ou une information, la regarder, en faire le tour et savoir la regarder sous différents angles, c'est quelque chose de vachement important et qui revient un petit peu. Donc on voit, et ainsi la capacité de savoir en parler aussi, donc la capacité de communication aussi super important, d'après Harvard. Intéressant. Donc de 0 à 10, comment vous vous notez là-dessus? Numéro 9 du coup, savoir discuter d'une idée avec un point de vue pratique pour pouvoir en appliquer concrètement ces idées. Voilà, avoir une pensée concrète, en fait, une pensée d'application concrète. De 0 à 10, comment vous notez là-dessus? Et numéro 10 du coup, au niveau des capacités, savoir attaquer un problème de manière globale, savoir voir l'écologie globale d'un problème. Voilà, donc à quel point vous êtes capable de voir les choses de manière globale et notamment, eh bien, cette compétence-là aussi, elle est réglée par le mind map dont on parlait tout à l'heure. Hein. Faire des mind maps, en fait, justement, c'est une façon très très efficace de nous représenter la globalité de quelque chose. Que ce soit un thème, que ce soit une question auquel on se pose, que ce soit un domaine que l'on veut explorer, eh bien en fait, les mind maps ont cette capacité-là en fait, de pouvoir réorganiser l'information et de pouvoir la présenter de manière globale, de manière à ce qu'on ait une vision très claire dans notre tête de l'information en question. Donc ça, c'est super important et c'est super intéressant de voir du coup que bah, voilà, le mind map est très très utile à ce niveau-là. Donc de 0 à 10, comment vous vous notez là-dessus? Et donc, je vous invite à mettre dans les commentaires de cette vidéo-là votre note, en fait, celle que vous vous auto-évaluez pour pouvoir savoir si vous êtes quelqu'un d'éduqué ou pas au sens de Harvard. Et on va voir comment Princeton voit les choses juste après. Quelles sont les évaluations selon Princeton? On ne va pas s'évaluer selon Princeton parce que c'est un peu la même chose, mais on va faire un peu la même chose. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre note dans les commentaires. Et donc voilà, Princeton a elle aussi réalisé toute une série de listes de compétences qui permettent justement d'être quelqu'un d'éduqué selon elle. Vous allez voir qu'il va y avoir pas mal de ces compétences-là justement qui vont être un peu redondantes de ce que Harvard en disait, même si c'est un point de vue un peu différent. Peut-être que le fait de savoir que Harvard a une réputation d'être plutôt bonne, avoir plutôt une expertise particulièrement poussée dans les domaines de l'administration, des lettres, du droit, même si elles sont bonnes aussi en sciences, hein, mais particulièrement en lettres, en droit, machin. Alors que Princeton, il a plutôt la réputation d'être bon en sciences. Par exemple, c'est notamment à Princeton que Albert Einstein allait enseigner lorsqu'il allait s'expatrier aux États-Unis, lorsqu'il a fui l'Allemagne nazie, il est allé enseigner à Princeton notamment, et parce que Princeton a vraiment cette réputation-là d'être très bonne en sciences, plus que dans les autres domaines, contrairement à Harvard. Donc voilà, c'est peut-être aussi ça qui permet de voir une différence de point de vue selon les différents critères qu'ils vont donner. Première capacité selon Princeton, savoir penser, parler et écrire clairement. Voilà. Je vous invite à ne pas vous évaluer sur Princeton, hein, sur le coup de Princeton, juste sur Harvard c'est possible. En fait, Princeton définit 11 catégories, en fait, 11 compétences clés, donc ça ferait une note sur 110, c'est un peu embêtant. Alors que c'était plutôt bien avec Harvard, c'était un condron, ça faisait 10 compétences, ça faisait un condron, c'était pas bien. Alors, capacité numéro 2, savoir avoir un raisonnement critique et systémique. Et ça déjà, on voit que c'est un truc différent dont Harvard n'avait pas pensé, savoir un raisonnement systémique. Vous voyez? Donc ça c'est voilà, un peu différent. Systémique, donc savoir voir le lien qu'il existe entre les différents éléments d'un tout et savoir quelles sont les entrées-sorties des différents éléments entre eux justement. Compétence clé numéro 3, savoir conceptualiser et résoudre des problèmes. Ok. Compétence 4, savoir penser indépendamment des conventions. Donc là, on voit un peu la même chose par rapport à Harvard. Hein. Savoir travailler en équipe, pareil que Harvard. Le règle numéro 6, du coup, savoir juger ce qui a du sens pour comprendre quelque chose entièrement. Donc c'est un petit peu la même chose qu'on avait par rapport à
à savoir juger de quelles étaient les données qui avaient de l'intérêt ou pas, qui étaient pertinents ou pas, hein, donc c'est un peu la même chose que ce qu'elle disait avant. Règle numéro 7, du coup, savoir distinguer ce qui est important de ce qui est commun, de ce qui perdure sur le long terme, de ce qui est éphémère. Donc ça déjà, ok, il y a une petite différence de point de vue par rapport à Harvard, mais c'est intéressant aussi savoir juger ce qui est un effet de mode, de ce qui va véritablement perdurer dans le temps. Ok, intéressant. Règle numéro 8, du coup, savoir penser selon différents points de vue scientifiques, émotionnels, quantitatifs, esthétiques ou historiques et autres. Et donc, on voit ici que c'est un peu la même chose que ce que disait Harvard, en fait, savoir regarder un problème sous différents angles de vue, sauf que là, ils sont un peu plus... C'est un peu la même chose, encore une fois. Hein. Et règle numéro 9, du coup, savoir connaître la quantité de connaissances que l'on a soi-même sur un sujet en particulier. Ok, ça c'est déjà intéressant, ça c'est ce que Harvard n'avait pas par exemple, hein. Savoir s'auto-évaluer notre propre niveau de connaissance sur un sujet, eh bien voilà, ça permet d'avoir une sorte d'humilité en fait par rapport à certains sujets auxquels on n'a absolument aucune idée de ce qui leur ressort en fait tout simplement. Je pense qu'en France, au vu de ce qu'on entend toujours à la télévision ou sur internet, je pense qu'en France on aurait une très très grande utilité à utiliser ce genre de règles, à mon avis, ce genre de compétences. Je pense qu'on peut y aller hein, au niveau au niveau du développement de cette compétence-là. Du coup, compétence numéro 10, savoir voir les connexions qu'il y a entre les disciplines, les cultures, les idées. Intéressant. Donc ça relève un petit peu de la pensée systémique qu'ils nous ont dit juste avant, en fait. Hein, donc savoir les différences et les connexions qu'il y a entre les différents éléments d'un système. Ça fait un peu penser à ça. Et loi numéro 11, intéressant là aussi, savoir poursuivre notre apprentissage pendant tout le reste de notre vie. Ça c'est intéressant aussi. C'est d'autant plus intéressant que qu'on est en ce moment dans le confinement dû au coronavirus, comme je le disais, hein, du coup, et ça fait qu'il y a énormément de gens qui ont dû s'adapter à faire du télétravail, et l'adaptation due au changement, due justement à ce genre de choses, au confinement, mais aussi aux nouvelles technologies qui arrivent assez régulièrement, tous les 6 mois il y a des choses qui changent, au niveau des nouvelles lois aussi, les normes environnementales qui changent tout le temps. Donc on est en fait toujours obligé de s'adapter à des changements qui sont dus à l'environnement, aux technologies, à n'importe quoi finalement. Et finalement, ça nous oblige à nous adapter et ça nous oblige aussi à apprendre de plus en plus et de plus en plus vite les nouvelles choses qui arrivent sur le marché et qui changent en fait tout simplement dans notre société de tous les jours. Et effectivement, je trouve que c'est particulièrement bien vu de la part de Princeton de savoir d'inculquer ça parmi quelqu'un, de définir cette compétence-là parmi les gens qui sont dits éduqués, parce que c'est vraiment important en fait, d'autant plus aujourd'hui, dans notre époque actuelle. Donc voilà. Et si ça vous intéresse ce genre de vidéos, je fais des vidéos toutes les semaines sur cette chaîne YouTube et je vous invite à vous abonner du coup à cette chaîne YouTube. Lors des prochaines vidéos, on verra des sujets comme par exemple le fonctionnement de la mémoire ou comment apprendre les choses plus rapidement ou comment faire des fiches de révision particulièrement efficaces, ce genre de choses. Donc voilà, si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Salut!